Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence consacrée aujourd'hui à la préparation des réunions des conseils municipaux. Alors, c'est une conférence qui va intéresser l'ensemble des élus qui siègent dans une assemblée municipale, que ce soit les conseillers municipaux de l'opposition, mais que ce soit aussi les conseillers municipaux de la majorité. Les uns comme les autres préparent leurs réunions, même si c'est avec des approches et des nuances légèrement différentes. Les maires vont également être concernés par cette conférence parce que c'est eux qui président les réunions des conseils municipaux et par conséquent ils ont tout intérêt à ce que les élus qui y participent, les conseillers municipaux, préparent les réunions et le maximum d'informations pertinentes de façon à ce que les débats puissent être riches et que les réunions des conseils municipaux soient fructueuses. Alors pour constituer l'ordre du jour de cette conférence, nous avons procédé de la façon habituelle. Au moment de votre inscription, vous nous laissez vos questions, vos demandes, vos interrogations. Nous compilons l'ensemble de ces contributions et puis nous faisons en sorte de répondre aux principales interrogations que vous vous posez. Nous en sélectionnons 4 ou 5 et nous abordons chacune d'entre elles. Alors je vous propose dès maintenant de commencer par la première question. Alors, première question, quels sont les pouvoirs des conseillers municipaux? Eh bien, voilà une question générale pour commencer. D'un autre côté, avant de partir à l'aventure, il vaut mieux connaître le champ des possibles. Alors, je vais vous donner la liste des pouvoirs que détient le conseiller municipal, parce que ce sont des pouvoirs qui peuvent être collégiaux ou des pouvoirs qui peuvent être individuels. Alors, je vais vous faire la liste des pouvoirs qui sont les pouvoirs que détient le conseil municipal dans son ensemble, mais également individuellement les conseillers municipaux. Alors, le premier de ces pouvoirs, c'est tout simplement celui de sa présence. Pourquoi ? Parce que pour qu'une réunion de conseil municipal se tienne, il faut que la moitié des membres siégeants soit présente. C'est ce qu'on appelle le quorum. Et donc, si cette moitié de membres siégeants n'est pas présente, eh bien, la réunion n'est pas légale, ne peut pas se tenir. Pour faire ce calcul, j'ai bien dit des siégeants, c'est-à-dire par exemple un conseil municipal de 29 personnes, et puis au fur et à mesure des démissions, des départs, au fur et à mesure des années, eh bien, les listes se sont épuisées, il ne reste plus que 25 siégeants au conseil municipal. Eh bien, on fait le calcul, la moitié, plus 1, plus de la moitié en tout cas, eh bien, ça nous fait 13 personnes. Il faut qu'il y ait 13 personnes présentes pour que la réunion puisse se tenir. Alors on peut comprendre que quand le quorum est tout juste atteint, eh bien il y a un pouvoir finalement qui est celui des conseillers municipaux, qui est de ne pas se présenter à la réunion ou de partir de la réunion et cela provoque son ajournement et oblige le maire à la reconvoquer sous une autre forme 3 jours plus tard, là sans règle de quorum. Donc c'est un peu, comment dirais-je, une action d'obstruction, mais ça reste malgré tout un pouvoir. On a régulièrement d'ailleurs l'idée qui traverse les esprits des conseillers municipaux, qu'ils soient principalement d'opposition, mais ça peut arriver du côté de la majorité, et puis qui gardent en tête qu'effectivement, s'ils quittent la réunion, eh bien, ils sont en mesure de mettre un caillou dans la chaussure du maire. L'autre pouvoir important, c'est celui de poser des questions, c'est-à-dire que les conseillers municipaux peuvent s'exprimer lors des réunions du conseil municipal et ils peuvent poser des questions. On leur donne les réponses qu'on veut bien leur donner, mais ce pouvoir est malgré tout important parce qu'ils peuvent appuyer sur les points qui peuvent être obscurs, sur les aspects qui peuvent être un peu sensibles, et donc de ce fait-là, arriver à montrer à l'ensemble de l'Assemblée
peuvent être les avantages ou les lacunes d'une délibération, d'une décision. Donc c'est un pouvoir qui reste là encore assez important et qui permet aux conseillers municipaux de faire valoir l'ensemble des considérations avant le vote. Ils peuvent demander au maire de lire la délibération du conseil municipal. Pourquoi? Parce que en fait, quand on réunit un conseil municipal, on le convoque et puis on l'informe des décisions qui vont être prises. Et donc pour les conseillers municipaux, c'est important de savoir exactement ce qu'il va être décidé. Ce qui va être décidé, ça va être reporté dans ce qu'on appelle une délibération. Une délibération, c'est un acte administratif, donc un acte écrit, et cette délibération, c'est le document officiel de la décision qui va ensuite être envoyé à la préfecture. C'est cela la décision. D'ailleurs, on en parlera plus tard, mais lorsque l'on est amené à contester une décision, eh bien, la décision qu'on conteste, il faut qu'elle soit formalisée sous la forme d'une délibération, d'un arrêté ou d'un acte administratif. Donc, la délibération est importante et les élus du conseil municipal peuvent demander au maire de lire la délibération. Ce qui est important dans une délibération, alors il y a en général ce qu'on appelle le dispositif, c'est-à-dire les considérants. Alors bon, on liste un certain nombre de points juridiques, des considérations d'opportunité, et puis ce qui est le plus important, ce sont la partie décision, c'est-à-dire que c'est toujours formalisé par un verbe, et puis c'est là qu'on décide de attribuer une subvention à tel organisme, etc. Donc, de lire la délibération au conseil municipal permet aux conseillers municipaux d'être pleinement informés de ce quoi ils vont décider. Parce que des fois, ça peut être, alors on ne peut pas dire obscur, mais ça peut être mal compris. Ils ont également le pouvoir d'amendement. Alors ça, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va leur présenter une délibération, ils ont la possibilité de proposer un amendement. C'est-à-dire, voilà, écoutez, cette délibération, vous prévoyez d'attribuer une subvention de tel montant à une association, eh bien moi je fais un amendement et cet amendement, je propose que la subvention, on la propose à un montant différent et puis il annonce ce montant. Le maire est obligé, pour la bonne tenue de la séance, de présenter l'amendement au vote. C'est-à-dire que l'amendement est ensuite mis au vote de l'ensemble de l'Assemblée et s'il est adopté, il vient amender la délibération et ensuite les conseillers municipaux votent la délibération amendée. Ce pouvoir d'amendement donc a été reconnu maintenant de façon définitive et permet aux élus, c'est un pouvoir important, permet aux élus de venir influer sur un pouvoir important que détient le maire, c'est le pouvoir d'initiative, c'est-à-dire que le maire a quand même lui le pouvoir de dire, de fixer l'ordre du jour et donc de dire de quoi on va décider. Et les élus peuvent apporter des amendements en venant nuancer les décisions que le maire peut proposer. Il y a également un autre pouvoir que détiennent les conseillers municipaux, c'est le pouvoir de demander un vote par division. Alors un vote par division, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une délibération qui consiste, alors on reprend l'histoire de la subvention, elle dit qu'elle attribue un montant de subvention à une association et que ce montant va être payé pour l'année en cours, sur le budget de l'année en cours. Eh bien, il peut y avoir un vote par division, c'est-à-dire qu'en fait, on demande à ce que le dispositif de décision soit scindé et que l'on vote sur chacune des lignes. Alors ça peut être des fois parce que des élus veulent s'abstenir sur certaines choses et veulent pas cautionner une décision, donc veulent en quelque sorte nuancer leur vote, mais ça peut être aussi pour que soit amendé un certain nombre de points. Donc il faut voir quelle est la règle qui a été fixée au règlement intérieur, sinon on prend la règle fixée dans le code général des collectivités territoriales. Dernier pouvoir,
pouvoir que détiennent les élus au sein d'un conseil municipal, eh bien, c'est celui de demander un vote à bulletin secret. Alors là, il faut être suffisamment nombreux, il faut constituer une majorité pour cela, mais ce pouvoir est important parce que de voter à bulletin secret, ça permet de garantir une certaine indépendance des conseillers municipaux, et ça évite que les uns ou les autres soient sous la pression des regards du public présent, et donc par conséquent, lorsqu'ils votent à bulletin secret, eh bien ils sont beaucoup plus indépendants, c'est un vote anonyme. Donc ce pouvoir existe, là encore, c'est une règle qui figure dans le règlement intérieur du conseil municipal, ou à défaut, on prend la règle de droit commun du Code général des collectivités territoriales. Quelle stratégie doit-on avoir en tant qu'opposition? Alors, c'est une question naturelle, une question normale. Toutes les oppositions et même parfois les majorités cherchent un peu leur marque dans un conseil municipal, et surtout en début de mandat sont toujours, avancent à pas feutrer parce que connaissent pas tellement les lieux, les usages, les risques, et puis veulent pas dire de bêtises, donc chacun cherche un peu ses repères. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête, bien évidemment, qu'il n'y a pas une stratégie idéale, parce que sinon tout le monde ferait la même chose et il suffirait de l'écrire dans des livres. Nous-mêmes, nous avons un service qui accompagne les élus dans leur rôle de conseillers municipaux, et les élus principalement d'opposition, mais c'est également ouvert aux autres. Ils nous transmettent les ordres du jour de leurs conseils municipaux, leurs notes de synthèse s'ils en ont. On arrive à détecter quels sont les sujets importants, quelles sont les failles qu'il peut y avoir, ou les domaines dans lesquels des interrogations sont importantes. On analyse les informations, et puis on leur donne également les parties un peu obscures des projets de délibération, de façon à ce qu'ils puissent poser des questions et puis compléter leur information. Mais une fois que cela est fait, tout dépend de la stratégie qu'ensuite un groupe d'opposition, mais ça peut être aussi un groupe de la majorité, tout dépend de la stratégie qu'ils entendent poursuivre. Ils peuvent très bien décider finalement de ne pas porter la contestation systématique, de laisser la majorité et le maire prendre ses décisions telles qu'il l'entend, et puis ensuite voir si la préfecture ou le tribunal administratif, s'il y a un recours, cautionne ces décisions, les approuve ou les annule. Donc d'une façon générale, il peut y avoir différentes approches. Il faut quand même malgré tout identifier les risques pour un groupe d'opposition entre deux attitudes. La première, c'est celle à l'extrémité de la contestation systématique, et puis l'autre extrémité, c'est celle de l'inexistence finalement, la passivité lors des réunions du conseil municipal. Et donc ces deux extrêmes-là, finalement, sont pas toujours les meilleures stratégies à adopter. C'est entre les deux qu'il faut trouver son équilibre, qui peut être un équilibre subtil et un équilibre qui se nuance en fonction des sujets, en fonction des périodes, parce que là, ça peut être aussi une stratégie d'opposition que d'être imprévisible. Ce qui est quand même malgré tout important pour une opposition, c'est de se faire aider. Il est évident que les élus de l'opposition, les conseillers municipaux d'opposition, ne peuvent pas tout savoir. Ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'informations d'actualité, et donc par conséquent, seul, c'est quand même malgré tout assez difficile. Alors, il existe des associations d'élus qui permettent de le faire. S'ils sont inscrits dans un mouvement politique, les mouvements politiques peuvent avoir
c'est de plus en plus rare, mais peuvent avoir des instances, des commissions qui aident les élus d'opposition à appréhender les dossiers qui leur sont proposés. Ils peuvent avoir également des élus qui sont dans la majorité dans une autre ville et qui, de ce fait-là, ont accès à des informations plus précises. Et en ayant des échanges avec eux, eh bien, ils peuvent récupérer des informations qui leur sont utiles. Ils peuvent récupérer, quand ils sont dans l'opposition, des informations de leurs amis de la majorité ailleurs qui leur sont utiles donc pour appréhender les dossiers et pour développer leur interrogation et développer leur stratégie. Et puis bien évidemment, eh bien, il existe la formation des élus. Alors sous différentes formes, la formation conventionnelle ou sous d'autres formes, sous forme d'accompagnement, qui permettent aux élus d'opposition de pouvoir appréhender les dossiers. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que l'ignorance et l'incompréhension participent à une sorte d'opacité. Et que pour les élus d'opposition, c'est déjà important de sortir de cette opacité, d'être éclairé sur tous les enjeux d'une décision avant de commencer à vouloir déstabiliser la majorité ou à faire des effets de manche. C'est important pour eux d'essayer d'avoir une stratégie qui soit une stratégie raisonnée, qui soit une stratégie constructive, parce que ils sont quand même sous l'œil du public lors des réunions du conseil municipal et d'une façon générale sous l'œil de la population qui va évaluer et qui va juger la qualité de leur travail, de leur approche. Et lorsque des élus d'opposition sont un peu trop systématiquement d'opposition, eh bien c'est pas forcément, comment dirais-je, bien vu, et c'est pas forcément la meilleure stratégie qu'ils peuvent mettre en œuvre. Donc voilà, l'idée c'est de bien arriver à positionner tout ça pour que le travail des élus d'opposition soit un travail positif, soit un travail constructif qui sert à la fois la majorité et le maire et par leur contribution, mais qui sert aussi leur image, leur réputation, leur notoriété auprès de la population par le travail positif qu'ils peuvent avoir et l'approche constructive qu'ils peuvent avoir dans les dossiers qui leur sont proposés. Comment tenir informés les conseillers municipaux pour maintenir leur intérêt? Voilà une question qui nous a été posée par un maire et qui voudrait en quelque sorte que l'implication de ces élus, l'implication de ces conseillers municipaux soit toujours optimum. C'est important parce que le principal risque lorsque l'on est élu dans un conseil municipal, c'est que au fur et à mesure du temps, il y ait comme une espèce de découragement parce que finalement les décisions et les délibérations qui sont proposées, on ne comprend pas trop finalement les détails et les enjeux. Découragement aussi parce que certaines fois les élus peuvent avoir le sentiment que finalement ils viennent aux réunions de conseil municipal pour voter et que le conseil municipal n'est qu'une chambre d'enregistrement des votes pour valider des décisions prises en amont par le maire ou d'autres. Et par conséquent, tout ça, ça participe d'un espèce de mal-être et les conseillers municipaux peuvent se décourager, ne plus venir aux réunions ou venir avec un sentiment négatif. Donc voilà, tout ça, il est important d'y donner fin et je comprends qu'un maire puisse être soucieux de faire en sorte que ses conseillers municipaux soient informés régulièrement et qu'ils aient, comme lui, la passion de participer à l'administration de la commune. Alors, je vais vous donner une liste, si je puis dire, là encore, une checklist de différentes actions, de différents points qui peuvent être importants. Donc, d'une façon générale, il faut que les conseillers municipaux n'aient pas le sentiment qu'ils ne servent à rien
et qu'ils ne sont là que pour voter des décisions qui tombent du ciel ou qui ont été décidées par le maire, son cabinet ou par d'autres instances obscures. Il faut que les conseillers municipaux se sentent à l'aise dans une réunion de conseil municipal et aient le sentiment que par leurs questions, par leurs propositions et par leurs votes, ils vont contribuer aux décisions. Et dans ce contexte-là, personne n'a intérêt à ce que des conseillers municipaux ne soient pas informés. De ne pas informer les conseillers municipaux, ça va les faire tomber dans le travers dont je parlais tout à l'heure. Ils peuvent même, au sein d'une majorité, se sentir mal à l'aise et commencer à contester le pouvoir du maire ou la façon de travailler du maire, alors qu'en vérité le maire fait son travail normalement. C'est tout simplement que eux n'ont pas les informations qu'ils devraient normalement avoir pour comprendre l'étendue des enjeux qui leur sont proposés, et par conséquent, n'ayant pas ces informations, ils ont le sentiment qu'ils se font manipuler. Et donc tout ça, c'est pas sain, et que ce soit pour les conseillers municipaux de la majorité ou de l'opposition, comme pour le maire, tout le monde a intérêt d'être convenablement informé. Alors quels sont les moyens d'informer le conseil municipal, les conseillers municipaux sur les dossiers, sur l'actualité de la gestion des communes et sur tous les enjeux où ils vont devoir se positionner? Le premier d'entre eux, c'est ce qu'on pourrait appeler le pré-conseil. Alors c'est quoi? C'est très souvent en place dans les villes. Ça consiste en fait à réunir les membres de sa majorité pour un maire, mais les membres de l'opposition peuvent se réunir ensemble de leur côté, et au sein de cette réunion, avant la réunion officielle du conseil municipal, se mettre d'accord et échanger les informations dont on dispose pour pouvoir se coordonner avec les autres conseillers municipaux. C'est un moment intéressant d'échange d'informations, c'est un moment où on peut exprimer des incompréhensions et puis les collègues, les autres conseillers municipaux qui, soit parce qu'ils ont eu l'information dans une commission ou une autre réunion, eh bien, viennent apporter un éclairage sur les points qui peuvent paraître difficiles. Donc moi j'invite les groupes à se réunir. La bonne formule, si je puis dire, c'est de le faire avant les réunions de conseils municipaux, peut-être 1 heure avant ou 1 heure et demie ou 2 heures avant les réunions de conseils municipaux, parce que ça permet d'enchaîner, d'avoir les idées fraîches au moment où la réunion de conseil municipal va s'engager. Ça permet d'éviter de réunir les gens tout le temps ou sur différentes journées. Donc la formule d'avoir une pré-réunion, une réunion de pré-conseil, suivi du conseil municipal, c'est en soi déjà un bon outil. L'autre outil intéressant pour un maire et pour l'information des conseillers municipaux, c'est d'utiliser les commissions municipales ou les comités municipaux. Alors c'est quoi? Ce sont c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Ce sont des commissions, c'est-à-dire on réunit. Alors les commissions, ce sont en fait des élus du conseil municipal. Sur un conseil municipal de 29, eh bien, on crée une commission d'une dizaine de conseillers municipaux, et cette commission est chargée d'étudier soit des dossiers d'une façon générale, soit un dossier particulier, et bien souvent dans les communes, il y a des commissions qui sont des commissions thématiques. Commission de l'urbanisme, commission des finances. Et ces commissions, elles ont vocation à travailler sur des dossiers de la commune dans les thématiques qui sont les leurs. Et en prévision d'un conseil municipal, un maire a tout intérêt de présenter aux commissions les délibérations qui vont être présentées au conseil municipal et de le présenter aux commissions qui sont concernées. Si c'est une question d'urbanisme, eh bien, au moment de la réunion de la commission d'urbanisme, le maire présente la délibération d'urbanisme qui va être proposée. L'intérêt de faire ça, c'est que, d'une part, la commission thématique est censée avoir sur les sujets de sa thématique
une approche un peu plus construite, un peu plus documentée que pourrait l'avoir un simple conseiller municipal, une réunion de conseil municipal. Et par conséquent, donc la commission est amenée à apporter des avis, des critiques, des opinions qui peuvent être pertinents. Et puis l'autre aspect de cette démarche, c'est que lorsque le dossier arrive au conseil municipal et que au conseil municipal, eh bien, il faut appréhender une décision, ses enjeux, ses aspects, si c'est des dossiers lourds, c'est quand même important, fastidieux. Eh bien, le fait que ça a été présenté en comité municipal, en commission municipale, eh bien, ça reste une façon un peu d'amorcer le débat au conseil municipal et d'amener la démarche de la décision. Petite nuance, hein, j'ai parlé des commissions et j'ai parlé des comités. C'est la même chose. Les commissions, les comités, ce sont la même chose. Les comités ont de plus qu'ils peuvent être constitués par des personnes qui ne sont pas élues. Donc vous pouvez constituer, il peut y avoir dans une commune des commissions, où là il n'y a que des élus qui travaillent, mais il peut y avoir aussi des comités, et là dans les comités il y a des élus et des membres extérieurs qui peuvent être la population, voilà, ce sont en gros des commissions mixtes. Autre outil d'information pour les élus municipaux, c'est l'intranet. Alors l'intranet, c'est quoi? Certaines communes l'ont mis en place et l'utilisent. C'est un espace sur Internet qui est privatif et qui permet aux élus d'une même commune de pouvoir accéder à la documentation et aux informations qui concernent leur commune. Donc on y trouve des documents que la municipalité met à disposition. On peut avoir des échanges notamment sur des forums entre élus, sur des petits forums. Donc il peut y avoir également la tenue d'un agenda, donc qui permet aux élus de se tenir informés de l'ensemble des réunions, y compris celles auxquelles ils ne participent pas. Donc ça leur donne la visibilité sur la vie municipale. Donc voilà, certaines villes mettent ça en place, c'est un intranet. Alors c'est vrai que pour une petite commune, c'est plus délicat, alors petite ou moyenne, hein, parce que tout le monde fait attention à ses dépenses. Nous avions mis en place, mais c'est un dispositif qui a été transformé à une époque, ce qu'on avait appelé l'appli des maires, c'est-à-dire en fait sur leur téléphone mobile, eh bien il y avait une application, les élus avaient une application qui leur permettait d'avoir des informations générales. Donc ce système a évolué vers un autre système qui est l'intranet des élus que propose UNAR, mais d'une façon générale, l'idée c'est d'avoir un peu un espace de documentation où les élus puissent retrouver l'ensemble des éléments qui leur sont importants et qui les concernent. Certaines villes donc mettent cet intranet en place sur leurs fonds propres, mais elles peuvent aussi s'orienter vers des organismes qui peuvent leur proposer ce type de service de façon mutualisée, donc à des coûts plus abordables. L'autre voie d'information des élus municipaux, eh bien, c'est tout simplement la mise à disposition de la presse spécialisée pour les collectivités locales. Il en existe une multitude. Les plus connus, ce sont la revue de l'Association des maires de France, s'appelle Maires de France. C'est le magazine Courrier des maires. C'est également la Gazette des communes. Alors la Gazette des communes, c'est une revue qui est plutôt destinée aux employés municipaux, aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Mais il y a quand même malgré tout un certain nombre d'informations. Nous-mêmes, on produit notre newsletter et tout cela en le mettant à disposition des élus. Eh bien, ça leur permet de se construire une culture et une connaissance du monde des collectivités locales et d'être plus à l'aise lorsque une délibération se présente au conseil municipal. Alors, ça représente un coût, hein, un abonnement, c'est de l'ordre de 250, peut-être 300 € par an.
après chaque commune voit le sujet. Moi-même, lorsque j'étais jeune élu, eh bien, toutes les semaines, je me rendais à l'association des élus de mon département pour consulter la presse. Je consacrais une matinée à cela et je regardais l'ensemble de la presse spécialisée pour être informé de l'actualité, des lois qui étaient en discussion et qui allaient être votées, pour être informé d'initiatives prises dans d'autres communes et puis de s'en inspirer pour ma collectivité. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que on l'imagine pas, mais en se donnant les moyens de s'informer avec cette presse spécialisée, eh bien, on donne aux élus une ouverture de champ qui leur permet d'aborder les sujets sur lesquels ils vont devoir se déterminer. Alors, question suivante. On a regroupé deux questions parce que vous allez voir, la réponse est commune. Alors, un maire demande comment éviter les recours contre les décisions du conseil municipal et d'autres conseillers municipaux nous demandent quelles sont les possibilités de contestation et de recours. Alors, on a parlé de l'avant conseil municipal, comment on préparait une réunion et l'ensemble des précautions qu'il fallait prendre, et puis maintenant on va parler de l'après conseil municipal. Eh bien, si il est question de contester les décisions qui ont été prises. Alors, je vais vous faire la liste de ce que l'on appelle les voies de recours, c'est-à-dire, en gros, ce que un conseiller municipal, mais même un citoyen normal peut faire à l'issue d'une réunion de conseil municipal où a été prise une décision qui ne lui convient pas. Je vais vous indiquer également quelles sont celles qui marchent et puis celles qui ne marchent pas, ou du moins je vais vous éclairer sur les enjeux de chacune d'entre elles, et leurs intérêts et leurs conséquences. Alors, la première de ces voies de recours, c'est tout simplement le recours auprès du préfet, le recours auprès du contrôle de légalité. Pourquoi? Parce que quand une décision, le principe d'une décision au conseil municipal, elle est votée, mais elle n'est toujours pas applicable. Elle est applicable qu'à partir du moment où le maire va la transmettre au service du préfet, ce qu'on appelle le contrôle de légalité. À l'instant où le contrôle de légalité va recevoir la délibération, va recevoir l'acte de la délibération, eh bien, elle devient applicable. Et à partir de ce moment-là, le préfet, lui, de son côté, a la mission théorique de contrôler que la décision a été prise en respectant tous les aspects légaux. Donc c'est un contrôle de la légalité. Et si le préfet estime que la légalité n'a pas été respectée, il peut demander au maire de modifier la décision, il peut lui demander de ce qu'on appelle rapporter, c'est-à-dire de l'annuler. Il peut même mettre la commune au tribunal administratif et demander au tribunal administratif d'annuler la décision. Donc ça reste un pouvoir important. Alors au début de la décentralisation, dans les années 80-90 jusque dans les années 2000, les préfectures faisaient ce travail de contrôle de légalité assez systématiquement. C'est devenu beaucoup plus, compte tenu des manques de moyens dans l'administration d'État, c'est devenu bien sûr beaucoup plus difficile pour les préfectures de contrôler chaque délibération. Donc ils en contrôlent un peu au hasard, et puis ils en contrôlent lorsque quelqu'un vient leur dire attention, tel jour a été pris une délibération et on considère que cette délibération est pas légale. On aimerait bien que vous fassiez votre contrôle de légalité. Et ça, c'est d'autant plus important lorsque la demande émane d'un conseiller municipal, parce que le préfet sait quand même qu'un conseiller municipal, c'est quelqu'un qui est important et qui a participé à l'ensemble du processus, d'une façon ou d'une autre. Et donc, cette voie de recours est quand même malgré tout importante. Elle est quand même utile parce que les préfets font plutôt bien leur travail, et s'il y a vraiment un vice ou s'il y a vraiment une erreur dans une délibération, ils feront le nécessaire en tout cas pour remettre les choses en ordre. Autre élément, c'est que c'est assez rapide, c'est-à-dire que le préfet se détermine sous 2 mois
parce que s'il doit faire un recours au tribunal administratif, eh bien, il est tenu par un délai. Et par conséquent, dans les 2 mois qui suivent la réunion du conseil municipal, eh bien, on est fixé. La réponse est donnée. Et d'une façon générale, ce que je conseillerais, c'est si quelqu'un a exprimé auprès du préfet des réticences sur un dossier particulier d'une délibération, c'est de le faire assez tôt, parce que si c'est fait en fin de cycle, il faut que les fonctionnaires de l'État aient le temps de reprendre le dossier, de l'étudier, enfin voilà, et ils peuvent être en dehors du délai légal, et par conséquent, ça rend la contestation difficile. Deuxième voie de recours, les recours au tribunal administratif, et il y a 2 possibilités au tribunal administratif, c'est de faire un recours sur le fond, on appelle sur le fond, c'est-à-dire un recours contre une décision, c'est-à-dire on dit voilà, cette décision a été prise, on considère pour telle et telle raison qu'elle n'est pas légale et on demande au tribunal de l'annuler. Donc ça c'est d'une façon générale assez connu, ça ne demande pas d'avocat, un conseiller municipal est plutôt bien accueilli dans ce genre de démarche, c'est-à-dire qu'il n'aura pas forcément s'il a fait une démarche un peu tendancieuse, il n'aura pas forcément de frais à payer en fin de procédure, donc voilà, tout ça est assez admis en tout cas par les tribunaux administratifs, mais l'inconvénient, c'est que c'est assez long. Ça peut prendre 2 ans à 3 ans. Et par conséquent, le jour où ça repasse au tribunal administratif et où il est question de revoir une décision et une délibération, forcément, de l'eau a coulé sous les ponts et le contexte est différent que celui au moment où la décision a été prise. Donc il faut l'avoir en tête. Si l'on est un peu impatient et si eh bien, le sujet nécessite une décision urgente, il existe donc la deuxième voie de recours au tribunal administratif qui est ce qu'on appelle le référé. Alors le référé c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement, il faut 2 conditions, il faut qu'il y ait une illégalité évidente et il faut qu'il y ait un caractère d'urgence. Et à partir du moment où ces 2 éléments sont réunis, eh bien le tribunal administratif prend une décision sous 1 mois ou 2 à peu près. Et cette décision n'est pas une décision d'annulation, mais une décision de suspension de la décision, de la délibération, suspension dans l'attente d'un jugement plus définitif au fond, donc la première voie dont je parlais juste avant. Donc ça, ce sont 2 voies de recours. L'inconvénient, c'est que c'est assez long. Dans les municipalités où l'opposition ne s'entend pas très bien avec la majorité, le maire a plutôt peut avoir une attitude un peu de négligence par rapport à des recours de ce type, parce qu'il se dit bon, on verra lorsque ça passera au tribunal administratif ce que l'on fera, et en attendant, la décision est prise. Donc voilà, c'est à avoir en tête. Ce sont des voies de recours, mais qui peuvent être qui peuvent avoir des difficultés. L'autre voie de recours qui est peu utilisée, mais qui peut être utile, c'est des actions et des recours en direction des bénéficiaires des décisions. Je prends un exemple. Vous prenez une délibération au conseil municipal et cette délibération consiste à donner un marché à une entreprise ou consiste à passer une convention de délégation de services publics au profit d'un organisme. Il y a un bénéficiaire de la délibération et ce bénéficiaire n'a aucun intérêt à ce que il y ait une procédure qui aille au tribunal administratif ou que le préfet s'intéresse au sujet et puis commence à regarder si tout a été fait de façon très régulière et par conséquent ces acteurs-là sont quand même un peu plus sensibles certaines fois que peuvent l'être un maire ou que peuvent l'être une municipalité qui s'en moquerait un peu des recours et des contestations. Et par conséquent, cette personne peut avoir une oreille un peu plus ouverte.
Ça peut être intéressant donc d'entamer une action dans sa direction ou de l'informer d'une intention, celle de faire un recours contre une décision, parce que elle peut ensuite s'adresser à la mairie, à la municipalité, et puis dire écoutez, il risque d'y avoir un recours. Nous on pense que s'il y a un recours, il y a de grandes chances que le tribunal administratif considère qu'il est fondé et annule la décision, et ça va pas nous arranger parce que nous on est titulaire du marché et on veut pas avoir d'ennui. Et donc cette voie de recours, je dis pas qu'elle marche à tous les coups, mais elle permet un peu de faire bouger les lignes et un peu de faire en sorte que tout le monde soit un peu dans la boucle, et puis que la porte s'ouvre et que l'on puisse se mettre d'accord pour que les intérêts des uns et des autres soient pris en compte. Autre voie de recours, ce que l'on appelle le recours gracieux. Alors ça, je l'ai mis en dernier parce que le recours gracieux, c'est quoi? Tout simplement, une décision est prise, et cette décision, vous vous adressez à la personne qui l'a prise, donc le maire, et vous lui dites écoutez, je pense que vous vous êtes trompé, ou je pense que tout n'a pas été pris en considération, et je fais un recours gracieux, c'est-à-dire je vous demande de revoir votre décision. Le maire a un délai pour répondre, un délai de 2 mois. Alors bon, c'est un peu particulier, je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure. S'il ne répond pas, finalement le délai court. Et le fait que le délai court, ça vous laisse une possibilité de faire un recours administratif différé. Si vous devez faire un recours administratif direct après une délibération, ou si quelqu'un doit faire un recours administratif direct, il doit le faire dans les 2 mois qui suivent. S'il ne le fait pas dans les 2 mois qui suivent, après il est forclos. Il peut même d'ailleurs, s'il le fait hors délai, le recours peut même être rejeté directement par le tribunal administratif pour forclusion. Et donc, si avant de faire ce recours au tribunal administratif, la personne fait un recours gracieux en direction du maire, le délai de 2 mois est reporté à 2 mois supplémentaires. Ce qui fait qu'en fait, ça prolonge le délai de recours au tribunal administratif à 4 mois, et puis ça laisse une porte ouverte à la négociation, parce que de présenter un recours gracieux à une autorité, quelle qu'elle soit, ça veut dire qu'on est capable, si on n'obtient pas, ou si on n'est pas entendu, ou si on n'est pas écouté, on est capable d'aller plus loin et de faire un recours plus lourd au tribunal administratif. Et ça peut être un moyen d'ouvrir la discussion, d'éviter d'aller trop loin dans les procédures de contestation. Donc ce recours gracieux est un moyen à utiliser, je l'ai mis en dernier, mais à utiliser quasi systématiquement, parce que ça reste quand même un peu une perche tendue vers le décideur pour que il puisse saisir l'opportunité de se mettre d'accord, parce que tout le monde a intérêt finalement à ce que les intérêts des uns et des autres soient pris en compte, et que les décisions soient prises de façon concertée. Donc c'est ce que je voudrais dire sur la conclusion de tout cela, c'est que les recours, on peut se rendre compte très vite que les recours au tribunal administratif, on en espère beaucoup, et puis finalement on en est déçu. Les tribunaux administratifs, par exemple, peuvent avoir une approche qui est de dire nous on n'est pas là pour cautionner un travail d'opposition qui consiste à contester systématiquement. On est là simplement pour regarder les choses au regard du droit et de l'intérêt général, l'intérêt de la collectivité. Donc les recours au tribunal administratif, on pense, quand on les fait, on pense qu'on a raison, et puis chemin faisant, il suffit d'ailleurs qu'il y ait un mémoire en réponse qui soit assez argumenté pour que finalement on commence à tempérer un peu ses intentions. Donc voilà, partir à la bataille, c'est pas toujours la meilleure solution, et par conséquent ce qu'il faut à chaque fois, c'est donner la chance à la négociation, essayer d'en sortir par la concertation
concertation parce que c'est la meilleure voie pour tout le monde et ça évite que des sujets deviennent compliqués. Même si on gagne ou qu'on a raison ou qu'on obtient satisfaction sur un recours ou contre un recours, ou ça crée des précédents, donc ça va en amener d'autres par la suite. Tout ça, c'est pas l'approche la plus saine. Voilà. Donc le mieux, c'est effectivement d'essayer d'ouvrir les choses. Il arrive assez souvent que on nous contacte et puis que nous servons un peu d'intermédiaire. Ça peut avoir son intérêt parce que quelquefois, vous savez, les gens s'écoutent pas forcément parce qu'ils considèrent que les uns et les autres sont contre eux, enfin sont opposants, hein, sont opposés systématiquement. Donc le fait qu'il y ait une espèce de tiers de confiance, si je puis dire, qui soit un peu intermédiaire et qui vienne dire bon écoutez, on a quelqu'un de l'opposition qui nous a contacté, il semble que la décision qui a été prise donne lieu à contestation ou à incompréhension, et peut-être que si une concertation, une discussion, une rencontre, une négociation, une entente, voilà, si vous vous mettiez d'accord, peut-être que finalement ça arrangerait tout le monde et que ça mettrait de l'huile dans les rouages. Donc on peut être amené à jouer ce rôle parce que la pire des stratégies, c'est d'être obstiné dans une direction et puis ne jamais finalement en dévier. C'est la meilleure façon d'arriver dans des impasses et de rendre une décision finalement particulièrement douloureuse parce que elle n'aura pas été prise dans les meilleures conditions.